sur un sujet de grande préoccupation. Tous les lundis de 18h à 19h avec Wilfried Akwasu. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La réforme du système partisan était la semaine dernière au centre d'un séminaire parlementaire. Il s'est agi pour les députés et autres personnalités présentes de réfléchir sur les voies et moyens pour décourager la multiplication des partis politiques en vue de la création de grands regroupements et alliances de formation politique. Les travaux se sont ouverts dans un contexte d'interpellation de personnalités de la République. Pour voir clair dans certains dossiers de malversation, la justice a demandé la mise en accusation de certains anciens ministres comme Komi Koutié et Valentin Dianotin ou la levée de l'immunité de certains députés, notamment Mohamed Atao Renoro Idrissou Bako. Sur le sujet, la polémique enfle au sein de l'opinion publique. Ce sera bientôt la fin d'une polémique sur la visite de Patrice Talon en France. Le chef de l'État béninois sera reçu par son homologue français. Ce sera le 6 mars prochain à l'Élysée. Je reçois un acteur politique, Antoine Adoukonou. Il opine sur l'actualité déclinée plus haut. En direct chez vous, Wilfried Akwasu à la technique, Jérôme Avossetien. Chabel Zinsou est avec moi, avec notamment sa caméra pour les images et le son à travers la page Facebook de KPFM. Auditrices, auditeurs de KPFM, soyez donc les bienvenus. Antoine Adoukonou, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est pas. Merci beaucoup. Auditrices, auditeurs de KPFM, vos interventions seront les bienvenues au 21 33 52 25 ou au 95 22 77 36 à partir de 18h35 dans cette émission. Antoine Adoukonou, vous êtes un acteur politique. La justice demande la mise en accusation de certains anciens ministres et la levée de l'immunité de certains députés. La requête intervient curieusement au lendemain du congrès des forces Kori.Béni émergents. Pourquoi une telle coïncidence? Je vous remercie beaucoup. Je pense que quand vous parlez de coïncidence, ça m'étonne beaucoup parce que... En quoi c'est étonnant? C'est étonnant parce que nous savons que la levée de l'immunité parlementaire et la mise en accusation des membres du gouvernement sont prévues par la Constitution, organisées les uns par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et les autres par la loi organique sur la Haute Cour de justice. Je crois savoir que dans ces tests, il n'est jamais dit que lorsqu'on voit le temps et on voit que ceux qu'on veut soumettre à la justice sont allés en congrès ou bien qu'il y a des situations susceptibles de rumeurs qu'il faut attendre d'abord. Les tests n'ont pas dit ça. Donc, c'est pourquoi je dis, lorsque vous dites qu'il y a coïncidence, ça m'étonnerait un peu, puisque les tests, en tant que tests de droit, ont un caractère impartial. Donc, à tout moment, on peut les mettre en application lorsqu'on les juge utiles. N'est-ce pas là une stratégie pour contraindre les opposants à la boucler définitivement? Une stratégie pour contraindre les opposants à la boucler définitivement. Je pense que c'est un peu pour dire qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on est dans... C'est vous qui voyez ça déjà comme ça? Non, non, puisque vous dites que c'est comme si on veut traquer les opposants pour mettre fin à leurs activités politiques. Donc, il s'agit d'une chasse aux sorcières. C'est ça? Mais on va pas occulter le contexte dans lequel ces interpellations interviennent. Je pense que si on doit tenir compte des contextes des uns et des autres, on ne pourra jamais mettre en œuvre les tests. Et c'est pourquoi on doit pouvoir laisser les sentiments et regarder seulement les tests, si tant est que nous sommes d'accord que ce sont des tests que nous nous sommes donnés pour nous discipliner. Et je ne crois pas que lorsque
on veut mettre des tests en œuvre, qu'on puisse commencer par s'approcher des expressions comme chasse aux sorcières, mettre fin, contracte l'opposition. Non. Parce que, en fait, lorsque nous parlons de la chasse aux sorcières, qu'est-ce que nous comprenons par chasse aux sorcières? Il faut que nous fassions une clarification conceptuelle. Et je vais vous montrer qu'il ne s'agit pas de chasse aux sorcières. Parce que chasse aux sorcières, ça signifie quoi? Ce que j'ai lu dans le dictionnaire Robert, c'est qu'il s'agit d'une poursuite systématique des opposants politiques. D'accord? Et c'est pas ce à quoi on assiste aujourd'hui. Je dis non parce que quand j'attire votre attention sur le mot systématique. C'est-à-dire quand on parle de chasse aux sorcières, c'est que c'est sans objet. On poursuit les gens simplement parce qu'ils sont des opposants. Ce n'est pas le cas. Parce que ici, si je prends par exemple d'abord le cas de la levée de l'immunité parlementaire. Pour lever l'immunité parlementaire, il y a des procédures. D'accord? Il y a des procédures. D'abord, je rappelle au passage que l'immunité parlementaire ne protège pas la personne du député. L'immunité parlementaire protège la fonction du député. Et c'est ça qui fait que dans l'article 90 de la Constitution, il y a plusieurs alinéas qui parlent de cette immunité-là. Dans le premier alinéa, on rend irresponsable le député. C'est-à-dire que l'immunité absolue, lorsque le député, dans ses fonctions à l'Assemblée nationale, émet des opinions, émet un vote, tout ce qu'il fait dans l'exercice de sa fonction parlementaire, il a l'immunité absolue. On ne peut pas le poursuivre. Mais dans les alinéas qui suivent, on rentre dans le cas d'inamovibilité. C'est-à-dire que lorsque le député commet des fautes en dehors de la fonction de député qu'il exerce, on peut l'interpeller, on peut le poursuivre. Et pour éviter les problèmes de chasse aux sorcières, on a prévu un cas d'inamovibilité, c'est-à-dire que même si le député n'est pas dans ses fonctions et commet une faute, on va le poursuivre, mais pas comme on peut poursuivre tout le monde. Il faut encore lever son immunité. Et pour lever l'immunité parlementaire, il y a une commission spéciale qui est prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en ses articles 71 et suivants, qui doit instruire le dossier. Dans cette commission-là, il y a un membre du bureau de l'Assemblée nationale qui est le président de la commission. Il y a le président de la commission des lois ou un rapporteur de la commission des lois qui sera le rapporteur de la commission, et il y a les groupes parlementaires qui doivent se faire représenter par un membre chacun dans la commission. Et c'est cette commission qui instruit le dossier en écoutant le mis en cause, le député ou les députés dans le cas d'espèce, ou les députés, même s'ils n'ont pas le temps, ils ont la possibilité de se faire représenter par un de leurs collègues ou plusieurs pour qu'on les écoute à leur place. Et après maintenant, la commission fait un rapport qu'il transmet à la conférence des présidents. Quand elle parle de la conférence des présidents, il y a le président de l'Assemblée, il y a encore la conférence des présidents qui doit encore recevoir le rapport, donc, étudier le rapport. Et c'est après ça... Vous voulez dire que la procédure est complexe? C'est pour dire que le mot systématique qui est dit dans le dictionnaire Robert n'a pas son sens ici. C'est-à-dire que la poursuite n'est pas systématique ici. Il y a toute une procédure. Si, malgré toutes ces procédures, on vient encore en plénière, il faut lever l'immunité à la majorité absolue des sièges effectivement pourvus à l'Assemblée nationale. Si malgré toute cette procédure-là, on arrive à lever votre immunité, ça veut dire que ce n'est plus une chasse aux sorcières. La poursuite n'est plus systématique. Mais on sait que le plus souvent, les loups ne se mangent pas entre eux. On a vu le cas de certains députés dont la levée, l'immunité a été réclamée par la justice, mais au finish, on a eu comme le sentiment que les députés se sont protégés entre eux. Et c'est
c'est pour éviter ça là, que le président Talon a parlé de la révision de la Constitution. Pour alléger la procédure. Parce que tel que j'ai défini la procédure, il y a que les loups ne se mangent pas, comme vous le dites. Et si vous lisez l'histoire de la levée, j'ai essayé de lire un peu ce qui s'est passé en France. Et j'ai vu que c'est progressivement que les gens sont passés de l'irresponsabilité à l'inamovibilité. Parce que les gens ont constaté que, si on dit que c'est entre eux qui doivent lever l'immunité, ils se protègent. Progressivement, on change la Constitution, on diminue. Pour dire non, en France aujourd'hui, il y a des cas, c'est le bureau de l'Assemblée nationale seulement. Comme ici, il y en a aussi certains cas. Donc, les gens ont vu que, si c'est entre eux qui doivent se sacrifier, que ce n'est pas facile. Mais pour le moment, les tests sont comme ça. On n'a pas révisé la Constitution. On est obligé de faire avec. Donc, vous émettez encore une autre hypothèse qui montre que, même s'il y a chasse sorcière, on peut freiner. Et je vous rappelle que la poursuite ou la détention d'un député, conformément à l'article, le dernier alinéa de l'article 90, est suspendu lorsque l'Assemblée nationale ne requiert pas 2/3 de ses membres. Ça veut dire que même si on arrête les députés là, si l'Assemblée nationale décide un jour et il vote à la majorité des 2/3, on peut encore les relancer. Est-ce que dans le cas d'espèce, la notion minorité-majorité va exister? Non, le problème que vous posez là est très sérieux. Parce que la notion de minorité, de majorité là, c'est un problème instantané. Rien n'est figé. Ceux qui se réclament de la majorité aujourd'hui peuvent se retrouver dans la minorité demain. Vous savez que pour le cas de Barthélémy Kassa, il y a des députés qui sont dans la minorité aujourd'hui et qui étaient dans la majorité d'alors et qui n'ont pas accepté que son immunité soit levée. Aujourd'hui, voilà que eux-mêmes maintenant, on veut lever leur immunité. Barthélémy Kassa et consorts sont dans la majorité. Donc, ce n'est pas facile de faire des calculs arithmétiques pour dire qu'il y a une majorité, il y a une minorité. Non. Attendons que le dossier soit instruit. Seulement que ce que nous aurions souhaité, c'est que il ne faut pas que les députés se mettent dans la posture des gens qui se protègent. Puisque j'ai rappelé tout à l'heure qu'on n'a pas donné l'immunité pour protéger la personne du député. C'est pour protéger sa fonction. Autrement dit, l'Assemblée nationale n'est pas un refuge des gens qui ont commis des crimes et des délits économiques pour aller se couvrir là-bas. Donc, il faut que les députés soient de bonne foi. Qu'on soit de la majorité ou de la minorité, qu'on montre qu'on est avant tout un député de la nation. Et comment montrer qu'on est de bonne foi en tant que député? Non. Et vous savez, au fait, je vous ai dit que le dossier sera instruit. Et les députés auront à s'expliquer. Et à travers leur explication, les députés sont appelés à être convaincus ou ne pas être convaincus. Et s'ils sont de bonne foi, ils doivent émettre les votes dans ce sens. Je vous rappelle que le mode du scrutin, c'est un scrutin public secret. Donc personne ne saura qui a dit oui ou qui a dit non. Chaque député aura examiné sa conscience. Antoine Adoukonou, au-delà de toute polémique, certains analystes politiques trouvent que cette requête, au cas où elle sera adressée à l'Assemblée nationale, sera un test pour le bloc de la majorité parlementaire. Êtes-vous de cet avis? Et pourquoi? Je suis de cet avis. Je suis de cet avis parce que je vous ai dit tout à l'heure que le bloc qui est là, le bloc de la majorité là, le bloc qui soutient Patrice Talon. Oui, qui soutient Patrice Talon là. Ce n'est pas Patrice Talon seul. Lorsque nous faisons des blocs en politique là, qu'est-ce qui sous-tend, qu'est-ce qui fait qu'on fait le bloc? C'est pour des intérêts. Et lorsque les intérêts divergent, c'est-à-dire les intérêts de départ qui ont conduit à faire le bloc, qu'est-ce qui va se passer si les intérêts ne sont pas stables? C'est ça. Donc, aujourd'hui, au moment où on a fait le bloc, le temps qu'on a parcouru, Dieu seul sait si ceux qui sont encore là, tout le monde a déjà vu ses intérêts. Il y a les élections de 2019 qui s'approchent. Peut-être que je suis là parce que j'estime qu'on va me reconduire. Tel que je vois les choses aujourd'hui,
mes champs sont hypothéqués. Est-ce que je suis, physiquement, je suis de la majorité, mais est-ce que psychologiquement, spirituellement, je suis encore là? On ne sait pas. Donc, le test est que, je vous ai dit, pour lever l'immunité, il faut la majorité absolue. Donc, mais est-ce que, maintenant, on prend aujourd'hui ce bloc-là? Oui, ça dépasse la majorité absolue. Ça veut dire que si l'immunité n'est pas levée, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est le test, ça. Donc ça veut dire que Talon ne peut pas compter sur ces gars. Non, ce n'est pas Talon ne peut pas compter sur ces gars. Il ne peut plus compter sur ces gars. Non, non, après le vote, ce n'est pas qu'il ne peut plus compter. Mais il doit comprendre que, je dois savoir que 62 que j'ai là, ou bien 60 là, ça n'en tient pas 60. Au moins il sait ça là. Mais sinon d'office, l'immunité est levée. Oui, l'unité est là. Oui, parce que, en fait, il y a quelque chose qu'il faut expliquer. Le principe de la séparation des pouvoirs. Je vois que les gens conçoivent mal le principe de la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas un principe d'antagonisme des pouvoirs. C'est un principe qui permet d'asseoir la souveraineté sur plusieurs fonctions. Celui qui est à l'Assemblée nationale, en fait, n'est pas un opposant au gouvernement. Si le gouvernement prend une décision qui est noble pour le pays et que la décision doit subir le test de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va se passer si l'Assemblée nationale n'accompagne pas? D'accord? Donc, lorsque aujourd'hui le gouvernement montre sa bonne foi, puisque je rappelle que nous-mêmes les citoyens là, nous qui disons que ces chasses sorcières là, c'est nous qui disons encore que quand les gens pillent l'économie, qu'on ne les traduit jamais à la justice. Le chef de l'État actuel met tout le peuple à l'épreuve. Aujourd'hui, les dossiers sont transmis à la justice qui a demandé la levée de l'immunité. Et quel type de dossier encore? Non. Le débat est là. Et quel type de dossier encore? Non, moi Oui, monsieur Antoine Adoukono. Oui, quel type de dossier? Il y a des dossiers très importants dans le pays. Là, j'en viens. On ne peut pas faire le débat sans en venir là. D'accord? On va en venir là. Et vous savez, quel type de dossier? Je ne veux pas discuter de ça. Il y a d'autres dossiers. Oui, je parle d'abord des dossiers qui sont transmis là. Avant qu'on arrive à d'autres dossiers là. Les dossiers qui sont transmis actuellement, je ne veux pas en critiquer le contenu. Puisque je fais foi à la justice. Je suis obligé de faire foi à la justice parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est la seule instance constitutionnelle qui permet de juger les gens. Et comme je ne peux pas me transformer en juge, que le juge soit corrompu ou non, je suis obligé de lui faire confiance. Et je sais que quelle que soit la nature du dossier, si le dossier arrive à la justice fera en toute indépendance son travail. D'accord? Et je vous rappelle que ils ne sont pas encore condamnés. L'article 17 de la Constitution est clair. Ils ne sont que des présumés coupables jusqu'à ce qu'une juridiction compétente ait établi leur culpabilité. Donc, tout ce qu'on cite là, c'est des présumés coupables. D'accord? Donc, c'est pourquoi la nature des dossiers ne m'intéresse pas. Maintenant, les autres dossiers dont vous parlez. Les autres dossiers. Les autres dossiers dont vous parlez là. Dans lesquels certains proches. Oui. C'est d'abord, c'est des dossiers. C'est sur des rumeurs. C'est sur des rumeurs. Les dossiers dont vous parlez là, c'est des dossiers de rumeurs. Oui, c'est des dossiers de rumeurs. On dit c'est les services Koupaki Pascal, Maria Gleta, le ministre de l'Intérieur, PPA 2, on cite Okunlola. C'est des dossiers dont vous parlez, non? C'est vrai que c'est des rumeurs. Barthélemy Kassa. PPA 2, c'est Barthélemy Kassa et Machine agricole, on cite Okunlola. C'est des rumeurs. Pourquoi je dis que c'est des rumeurs? Vous avez, moi j'ai eu la chance d'écouter Okunlola par exemple, sur le dossier machine agricole. Mais c'était une démonstration impeccable. Tel qu'il a parlé là. Sur Golf, moi je l'ai suivi là. Je suis sûr que si dossier là, il va s'en sortir. Mais chacun va se défendre à sa manière. Hein? Bon, donc c'est la rumeur. Non, chacun. Non, Antoine Adoukono. En fait, bon, d'accord. Chacun est capable de se défendre à sa manière. Mais le plus important,
c'est de se présenter devant le juge. Oui, non, Le voleur ne vous dira jamais qu'il a volé. Non, non. Mais ça, moi, je prends le cas. Moi, je suis un financier. Je prends le cas de Okunlala tel qu'il a expliqué les choses. Et comme tel que moi, je sais que les choses fonctionnent dans les passations de marché, là. Je ne suis pas sûr que la personne n'a pas posé sa signature sur aucun document. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aussi dire la même chose pour les autres qui sont actuellement en situation comme Komi Kouchi, comme Mohamed Henouho? J'ai donné l'exemple de Okunlala parce que je l'ai entendu sur Golf FM, Golf Télévision, expliquer son cas. Les autres cas, je ne sais pas. Maintenant, je suppose que les dossiers ne sont pas des rumeurs. Même le ministre Valentin Djenoté, en son temps, a demandé un débat contradictoire avec un ministre de la République, qui est actuellement membre du gouvernement. Bon, maintenant, j'ai déjà laissé l'hypothèse de rumeur là, et je suppose que ce sont de vrais dossiers, et qu'ils sont avec le chef de l'État. Moi, je vais vous dire ce que moi je pense. Même si vous n'êtes pas d'accord, moi je dis ce que je pense. Vous savez, il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se leurre. Si nous voulons lutter contre la corruption, il faut qu'on soit stratégique. Le peuple doit savoir là où il y a ses intérêts. Si aujourd'hui, je suppose que c'est 10 personnes qui sont dans la corruption, 6 sont avec le chef de l'État, 4 sont dans l'opposition. Le chef de l'État, il vient, il s'en prend aux 4. Et on dégage les 4, on règle ce problème-là. Il reste combien? Est-ce qu'il reste encore 10? Il reste 6. Donc, au moins, le chef de l'État là aura enlevé 4. Il reste 6, non? Qui sont avec lui. Mais il aurait pu commencer par les 6. Non. Il ne peut pas commencer par les 6 parce que humainement, nous sommes des humains. Personne, il n'est pas facile de traquer les siens comme les autres. C'est humain, ce n'est pas parti talon seul. Dans le monde entier, là, c'est ça. D'accord? Donc, c'est pourquoi moi je dis, je suis d'accord que, bon, il protège les 6 et il renvoie les 4. Ce qui est sûr, pour le peuple, lui, le nombre c'était 10. Mais ça devient une lutte sélective. Non, oui, j'en viens. Même si la lutte est sélective, là, j'en viens. Je dis, pour le peuple, là, il y a 10 voleurs. Le comportement qui permet de maintenir 6 et de traiter 4 là, fait que pour le peuple là, ça devient 6. Ce n'est plus 10. Moi je suis en train de voir l'intérêt du peuple, hein. Je ne parle pas des politiciens. Hein. Ça devient 6. Les 6 qui sont là, qui sont protégés par le chef de l'État aujourd'hui. Et je rappelle que la loi sur la lutte contre la corruption dit que les crimes économiques sont imprescriptibles. Ça veut dire que les 6 là, c'est le jour où ils meurent là, que l'affaire là est terminée. Ça veut dire qu'aujourd'hui on les protège. Mais ce qui est sûr, le régime va changer. Même dans le sous talon même là, les gens peuvent changer, même ils peuvent changer de position. Et on va encore, si le régime change et qu'il reste 3 qui sont encore avec la mouvance et 3 sont dans l'opposition, on les prend encore. On quitte 6, on va à 9, à 7, il reste 3. Quand on va faire tout le cycle, tout le monde sera pris. Vous avez dit que, personne n'est à l'abri. Ces gens qui hier étaient protégés peuvent changer de position. La preuve, est-ce qu'on a besoin d'attendre ça d'abord avant de mener une lutte impartiale contre l'impunité? Voilà, écoutez-moi. Je ne dis pas que c'est ça qui est bon, mais je dis en tant qu'humain, les relations politiques, telles que ça se fait, que si nous allons dire qu'il faut en même temps prendre ceux qui sont avec soi et les autres, qu'on ne pourra jamais démarrer. Parce que le président va dire, comme je ne veux pas prendre ceux qui sont avec moi, donc je ne peux pas prendre aussi les autres. Si on doit s'en tenir à vos raisonnements, quoi. D'accord? Et c'est pourquoi moi je dis que ce raisonnement qui permet de retoucher personne là, je la rejette face à mon argument là, qui permet de toucher ceux qui ne sont pas avec soi et qu'au moins on avance et qu'on démarre un jour. C'est ma logique ça. Quand bien même je souhaite que la lutte soit impartiale, c'est un souhait, mais en tant qu'humain, est-ce que c'est facile à faire? Ceux qu'on est en train de prendre aujourd'hui, les Djenoté et autres là, ils ont fait la pluie le beau temps sous Yaïboni ici, non? Est-ce qu'ils savent qu'un jour là,
le taux peut se resserrer autour d'eux comme ça. Au lendemain d'un congrès qui a fait déplacer un monde fou. Et certainement, on est un peu gêné de ce côté-là. C'est ce que beaucoup disent aujourd'hui. Oui, je dis, c'est des... De quoi a-t-on peur? Non, vous savez, moi je ne confonds pas la foule aux électeurs. Vous avez vu la présence de l'ancien chef d'État Boni Yayi et les propos tenus, comment ces propos ont galvanisé les militants? Ce n'est pas aujourd'hui que Yayi Boni regroupe la troupe. C'est son travail. Ça là même, c'est rien, non. On n'a vu plus que ça. Les gens marchaient dans les rues. Non, si c'est Yayi Boni là, regrouper foule là. Non, si un Béninois s'étonne encore aujourd'hui que Yayi Boni regroupe la foule là, ça veut dire que ce Béninois là, il n'était pas au Bénin. Il traîne du monde. Mais je dis que c'est son Traîner habitude. du monde, ça veut dire qu'il est populaire, il reste populaire. Non, on fabrique le monde. Comment ça, fabriquer le monde? Je suis un acteur politique, non. Je sais comment on fait ça, non. Comment ça se passe? Mais c'est de l'argent qu'on donne. 2000, si je te donne 100 millions aujourd'hui, et je dis regroupe-moi les gens au stade de l'amitié. Mais c'est toi-même qui vas renvoyer les gens. Puis les gens veulent de l'argent. Tu n'as rien fait, tu vas prendre 2000 francs, 3000 francs. Ne serait-ce que rester assis pour écouter. Est-ce que tu veux même écouter? C'est juste pour marquer ta présence, prendre les 3000. Donc si c'est pour regrouper les gens là, oublie ça là. C'est ça qu'il te dit. Tout le monde est capable de faire ça. C'est à quoi que la sortie de Boni Yayi ne vous émeut nullement? Je dis qu'il n'est pas à son premier exercice. Pendant les 10 ans, il a fait que ça. Vous êtes au Bénin, non? Les marches où on soumet les gens des réflexes, des marches de réflexes pavloviens là. Vous êtes dans le pays, non? Mais il n'a pas tiré à boulet rouge sur le régime. Hein? Non, il a donné des conseils au chef de l'État, Patrice Talon. Il a demandé d'écouter son peuple. C'est une stratégie politique. Regardez ce que Yayi Boni a dit, le discours que ceux qui sont venus ont tenu. Yayi Boni lui a parlé pendant combien de minutes? Mais les différentes chapelles politiques qui sont passées sur les pupitres là, allez lire les discours qu'ils ont tenus. Donc c'est une stratégie politique. Puis tout le monde s'attendait que c'est Yayi Boni qui dégaine sur le président de la République, Patrice Talon. On a fait le contraire. On a mis les mots forts dans les discours de ceux qui vont passer sur les chapelles, dans les discours des chapelles politiques. Et lui-même, il est resté derrière. C'est-à-dire que Yayi Boni, c'est un politique fin. Ça, il faut qu'on ait l'habitude de le dire. Avant de quelqu'un ou pas. C'est-à-dire, si c'est pour jouer les Béninois là. Non, Yayi Boni, il a la clé. Il a la clé. Jouer les gens facilement là. Montrer que le faux est vrai. C'est facile pour Yayi Boni. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité dans ce que Boni Yayi a eu à dire lorsqu'il demande à son ami Patrice Talon d'écouter le peuple, d'écouter son peuple? Il n'y a aucun président qui ne soit pas prêt à écouter son peuple. Il n'y a aucun président dans le monde qui ne soit pas prêt à écouter le peuple. À moins que ce que vous mettez dans écouter le peuple là, nous ne soyons pas sur la même ligne. Il n'y a aucun président qui ne soit pas prêt à écouter son peuple. Le président Patrice Talon écoute très bien son peuple. Vous êtes sûr? Mais comment vous pouvez être élu? Et les gens vivent mal? Comment les gens vivent mal? Les gens crient, les gens se plaignent. Non, que ça ne va pas? Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas dans le pays, monsieur Antoine. Non, vous savez. Vous êtes dans le pays, vous entendez beaucoup de choses. Oui, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Peut-être que je ne suis pas en train de dire que bon, le président Talon est sans faute. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas un ange. Il a ses qualités, ses défauts. Je le conçois. C'est un humain. Comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un humain. Il fait ce qu'il peut. Peut-être que les gens le conseillent. Il peut vouloir faire du bien, faire du mal. Tout ça là, c'est à prendre en compte. Mais je résume quand même en disant que il ne faut pas percevoir une économie comme un individu ou bien un groupe d'individus. Non. Prendre les décisions économiques, ce n'est pas facile de les prendre. C'est pas facile. C'est à dessein que les économistes disent toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire en variant un paramètre, il faut que les autres paramètres soient fixes. Lorsqu'on parle de l'augmentation des salaires, si on augmente les salaires et que les politiques budgétaires n'accompagnent pas, l'augmentation n'aura aucun effet. Un bien qui coûte 1000 francs et que vous avez un revenu de 2000, vous êtes en mesure d'acheter le bien 2 fois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ce bien-là 2 fois. Mais si on augmente votre revenu
de 2000 francs. C'est-à-dire vous passez de 2000 à 4000. Et que à 1000 francs passe à 2000, avec les 4000, vous aurez encore la possibilité d'acheter encore 2 biens. Ça veut dire que l'augmentation de salaire en soi-même n'a pas augmenté votre pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'au moment où vous pensez à l'augmentation des salaires, il ne faut pas oublier que d'autres politiques publiques doivent accompagner pour que vous ayez un fruit de ce que vous cherchez. Vous voulez insinuer que les agents qui sont en grève et qui sont en train d'arrêter leur mouvement de grève ont exagéré? C'est ce que vous voulez insinuer? Je présente un cas théorique d'abord de la chose. Et ça me permet maintenant de faire des conjectures pour voir la nature des revendications. Est-ce que ce qu'on demande là, est-ce que vous savez que l'économie est définie comme la science qui permet d'allouer des ressources rares aux besoins illimités. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où les ressources disponibles sont limitées, mais les besoins de l'homme sont illimités. C'est-à-dire que même si on dresse 100 revendications aujourd'hui, si on finit, on va dresser encore d'autres, puisque les syndicats n'ont de sens que l'existence des revendications. D'accord? Un homme n'est jamais satisfait. Si on fait le statut particulier, ce n'est pas la fin du monde. Si on fait ceci, ce n'est pas la fin du monde. Donc, les revendications en viendront. Maintenant, comment faire pour ajuster ces revendications aux ressources disponibles? C'est la grande question. Faut-il se réjouir de la suspension des mouvements de grève par-ci, par-là, Antoine Adoukonou? Moi, je me réjouis beaucoup. Parce que les négociations ont plus de valeur que les grèves. La grève doit être l'arme, la dernière qu'on utilise. Là, c'est l'exception. C'est quand on n'a plus aucune voie de négociation qu'on peut aller en grève. Et c'est ça que prévoit d'abord la loi sur la grève. C'est parce qu'on ne met pas ça souvent en pratique. On va en déguerre, on va en grève, non. Le fait de... Moi, je crois que le gouvernement aussi doit faire un effort. Si les gens ont levé les motions, il ne faut pas que le gouvernement prenne ça comme une victoire. Non. Il faut que le gouvernement négocie réellement pour donner ce qu'il peut donner. En expliquant, moi je dis si possible, il faut présenter le budget de la nation. Il faut présenter la loi des finances là. Il faut présenter ça aux syndicats et leur donner le temps pour dire, allez étudier et dégagez-moi les ressources que vous cherchez là dans ce budget. Dégagez-moi ça. Et s'ils dégagent ça, on leur donne ça. Si possible, là, on leur remet la loi des finances. Le budget de l'État, on dit, prenez, on vous donne un mois. Allez me dégager ce que vous cherchez là, dans les comptes de l'État. Je sais qu'on va laisser ces syndicalistes fixer également les salaires politiques. Non, les salaires politiques. Si on leur demandait de fixer les salaires politiques, est-ce que vous ne voyez pas qu'ils vont quand même les réduire considérablement? Ils vont le faire, mais est-ce qu'ils ont le pouvoir de le faire? Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas été mandatés par le peuple. Est-ce que vous dites qu'il faut soumettre le budget aux syndicalistes, il faut leur demander des propositions? Ils vont le faire. Est-ce que c'est en diminuant les salaires politiques qui vont régler les problèmes dont ils parlent? Les problèmes dont ils parlent, même si on annule les salaires politiques, là, ça va régler leurs problèmes. Ou bien le montant des problèmes qu'on pose là, vous ne les évaluez pas. Les salaires politiques, c'est quoi un salaire politique? C'est un revenu aléatoire. C'est pas un revenu permanent. Quelqu'un qui a 5 millions ou à 10 millions. Celui qui a le préfet. À côté de quelqu'un qui gagne à peine 40 000 francs. Le préfet qui a 5 millions, il est là pour une journée, peut-être. Parce qu'à tout moment, on peut prendre un décret et l'enlever. Et les 5 millions là, peut-être qu'on peut le nommer aujourd'hui et l'enlever demain, il ne pourra pas avoir les 5 millions. Il peut faire 2 mois, il peut faire 1 an là. C'est un revenu aléatoire. Il ne veut pas voir le préfet comme quelqu'un qui est venu dans sa fonction pour faire 30 ans. Non, on nomme la personne pour venir bouffer. Non. Ah mais vous dites que le préfet peut faire une journée et partir. Non, je dis... C'est pour cela qu'il faut lui fixer un salaire mirobolant. Je suis en train de montrer que un salaire politique est un revenu aléatoire. Et que tout le monde peut passer par là. Les syndicats sont nommés DC, DAC dans ce pays, non. Donc, ce n'est pas un salaire pour quelqu'un. C'est pour tous les Béninois qui remplissent les conditions pour accéder à ce poste. Tout le monde peut venir là. Et toi qui gagnes 40 000 aujourd'hui là, si tu es nommé préfet, tu vas gagner les 5 millions. Donc, c'est quoi dire qu'un salaire politique,
Ce n'est pas un revenu permanent sur lequel il faut tabler pour faire des analyses. Comment on peut prendre un décret pour diminuer encore? Antoine Adoukono, vous êtes sur le forum politique sur Cap FM. Démarré le 15 février dernier, l'atelier sur la réforme du système partisan a pris fin 48 heures après. Quels sont les problèmes que la réforme du système partisan pourrait aider à corriger dans nos habitudes politiques? C'est une question assez difficile, hein, parce que aujourd'hui, l'état des lieux qui est fait, les arguments qu'on avance souvent, c'est la question du pléthore des partis politiques, la question du financement occulte des partis politiques. Et est-ce que les réformes telles qu'on l'envisage vont permettre de régler ces problèmes? Est-ce que c'est ces problèmes qui sont réellement posés? Moi, je pose cette question parce que nous avons déjà une charte des partis politiques. Dans la charte des partis politiques, là, l'article 7 de cette charte a prévu que lorsque un parti politique ne participe pas successivement, de façon successive à deux élections législatives, en principe, le parti là est rayé de la liste. Le ministère de l'Intérieur n'a pas joué son rôle et a laissé les partis politiques. Donc, si on appliquait, par exemple, cet article, Dieu seul sait si on serait encore à 253 partis politiques ou autres. D'accord? Donc, en fait, le problème de pléthore qui se pose là trouve aussi sa source dans l'inapplication de cette loi. L'article 40 de cette charte-là a prévu qu'on finance de façon publique les partis politiques à hauteur de 5 millions par député. D'accord? Donc, au fait, le financement public existait. Si on appliquait l'article 7, peut-être qu'on n'aurait pas eu aussi beaucoup de partis politiques. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit honnête dans la réforme. Moi, j'ai peur. Ce qui me fait peur dans cette réforme-là, ce qui me fait peur, c'est le fait que c'est ceux qui ont détruit le système qui veulent faire la réforme. Comment? Les partis politiques traditionnels, bon, les grands partis traditionnels, pour signifier qu'ayant apparu aux premières heures de la démocratie, la RB, le PRD, le MADEP et tout ça là. Tel que le système est aujourd'hui là, ça leur profite. Le système est mauvais pour tout le monde, mais eux autres ils en profitent. Maintenant, lorsqu'on veut faire la réforme, et la réforme va voir disparaître beaucoup de partis politiques, pour ne pas dire pratiquement tous les partis politiques, au détriment de nouvelles générations. C'est ça. Est-ce que les autres qui disent qu'ils veulent faire la réforme, est-ce qu'ils sont prêts à subir la réforme? Point d'interrogation. Donc vous ne croyez pas à la sincérité de ceux qui parlent de cette réforme? Non, j'y crois. J'y crois. Mais je dis que j'ai peur. La réforme en soi, c'est rien. C'est le contenu, non? C'est ce qu'on met dans la réforme, là, quel problème? Il ne faut pas faire en sorte que c'est ceux qui étaient plus forts, qui demeurent forts, et qu'on tue les petits partis politiques pour dire qu'on a diminué le nombre. Non! C'est ça, moi je parle. Il ne faut pas faire la réforme pour chasser les petits partis politiques là, pour que les grands submergent et demeurent toujours les plus grands. C'est ça la question. Je suis déjà très heureux que la démarche de l'Assemblée nationale est une démarche assez pédagogique. On a déjà fait un séminaire sur cette réforme-là pour que les participants, chacun puisse donner son point de vue, au fin qu'on prenne en compte toutes les considérations nécessaires. Moi, je souhaite qu'on ne fasse pas la réforme dans la précipitation. Merci Antoine Adoukono. On va
recevoir quelques auditeurs dans l'émission Le Forum Politique au 21 33 52 25 ou au 95 22 77 36. Vous êtes bel et bien sûr Cap FM en direct chez vous. Wilfried Akwassou, le premier intervenant est déjà au bout de la ligne. Bonsoir cher intervenant. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Je continue à collecter déjà. Fortuné, nous vous écoutons. Vous allez diminuer, s'il vous plaît, le volume de votre poste récepteur. Fortuné, il est parti. Un autre intervenant, le deuxième sur l'émission Le Forum Politique. Bonsoir, cher intervenant. Oui, bonsoir, monsieur Wilfried Akwassou. Bonsoir, cher ami. C'est monsieur Sébastien Nyohossou. Sébastien Nyohossou, nous vous écoutons. Oui, je salue monsieur Adoukonou. Bonjour, monsieur. Oui, pour votre franc-parler, je vous aime. Parce qu'il a dit la vérité. Et c'est ce qui manque aux politiciens béninois. Et vous êtes clair. Mais ma question est que, est-ce que le président Talon n'est pas en train de donner raison au président Yahi? Parce que quand Yahi le poursuivait dans ce pays, c'est nous tous qui crions. Nous avons porté des bandeaux rouges, fait des mercredis rouges dans ce pays pour dire non à cette manière de poursuivre. Mais à notre grande surprise, le président Talon est là. Nous voyons que c'est la même chose qu'ils ont commencé avec ceux-là même qui ont lutté avec lui. Est-ce que le jeu politique n'est pas faussé là? Deuxième question. Vous dites que les anciens dossiers, c'était des rumeurs. Mais est-ce qu'il n'est pas bon? Le bon sens ne veut pas dire quand on est en train de crier votre nom, vous-même que vous êtes dans la mouvance, vous ne pouvez pas vous lever et dire que je me confie à la justice pour laver les soupçons sur ma tête. Merci à vous, Sébastien Nyohossou. Un autre intervenant sur le forum politique. Bonsoir, cher auditeur. Bonsoir, cher auditeur. Oui, bonsoir, cher auditeur. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? Je crois que l'auditeur a du mal à m'entendre. Un autre intervenant sur l'émission Le Forum Politique sur Cap FM. Bonsoir, cher auditeur. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, nous vous répondons. Oui, je m'appelle Adam Florent. Florent, allez-y. Oui, moi, vraiment, si j'écoute mes hommes politiques sur les antennes, ça me fait un peu mal, quoi. Et je vois que vous soutenez, on soutient seulement simplement. Et pour, on est contre. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre invité. Sur quel point? Sur le point où il dit que l'Assemblée ne peut pas être un refuge pour les gens. Moi, je crois aussi que être mouvancier ne peut pas être aussi un refuge pour les gens qui avaient fait la corruption après temps et aujourd'hui vont chercher à être mouvancier pour chercher de refuge. Je suis pas d'accord avec lui là. Bon, un autre intervenant sur l'émission Le Forum Politique. Bonsoir, cher auditeur. Bonsoir, cher auditeur. Oui, bonsoir. 21 33 52 25. Bonsoir, cher auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Vous avez, je vais vous demander à votre invité là. Oui, c'est Fortuné qui revient. Pardon? C'est Fortuné qui retrouve la ligne. Ok, allez-y. Oui. De façon dont le président a train de lutter contre la corruption, c'est bon pour lui. Parce qu'il a un dossier ici, dossier véhicule d'occasion là. Il a un ancien ministre appelé le nom de Koupaki là. Depuis là, ils ont boycotté le dossier là. Et maintenant, ils ont en train de lutter contre la corruption. Ils ont ouvert ce dossier là. Pourquoi? C'est parce que Koupaki est dans le gouvernement. Pourquoi on a ouvert ce dossier là? On a quand même dit la vérité. Est-ce que c'est bon de façon dont on a en train de lutter contre la corruption? C'est bon pour vous? Ok, merci Fortuné. Un autre intervenant sur Cap FM sur l'émission Le Forum Politique. Bonsoir, cher auditeur. Bonsoir. Bonsoir, Wilfried Akwassou. Bonsoir, cher ami. Je m'appelle Alexis Kodjogwe. Alexis Kodjogwe, nous vous écoutons. Oui, cette fois-ci, j'ai apprécié M. Antoine Adoukonou parce qu'il a été clair, il n'a pas fait la politique de la rue, il a essayé de dire toutes les vérités, il est très cultivé en matière politique en nous lisant la Constitution point par point. Je suis très content de lui ce soir. Mais dites-moi, M. Adoukonou, est-ce que vous êtes sûr que le PAG sera effectif?
dans la lutte contre la corruption, pourquoi on doit privilégier certains au détriment d'autres? C'est ma question ce soir. Merci, cher ami Alessi Kodjogbe. Un autre intervenant sur le forum politique. Nous sommes sur KPFM sur 99.6. Bonsoir, cher auditeur. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, cher ami. On m'appelle Mac Adjabo. Mac Adjabo, nous vous écoutons. Je salue l'invité. Je te salue aussi. Je lui souhaite bon vent parce qu'il a bien parlé et il nous a aussi clarifié certaines choses. Donc, c'est que moi, ma question dont je vais proposer. Oui, on vous je pense bien que la charité bien ordonnée commence par soi-même. L'État, le gouvernement devait, commencer par poursuivre ceux qui se disent majoritaires d'abord, avant d'être peut-être se lancer dans les affaires de Jonathan et autres. C'est ça que moi, je voulais porter quelque chose, apprécier ce niveau-là. Et désormais, quand il s'agissait de cette question, il devait aussi aborder ceux qui sont de son côté d'abord. Okay. Bon, ma question, je demande à l'invité aussi de nous clarifier ou bien de nous dire quels sont les députés qui sont sélectionnés par les affaires de la justice et autres. Ok, merci beaucoup. Retour dans le studio pour permettre à notre invité Antoine Adoukonou, acteur politique, de répondre à un certain nombre de préoccupations soulevées par les auditeurs. Monsieur Antoine Adoukonou, vous avez le micro. Merci beaucoup. Je remercie les différents intervenants pour les différentes questions qui sont posées. Je remarque qu'il y a une question qui est transversale, que tous les auditeurs pratiquement sont revenus là. C'est la question de la lutte sélective que fait le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Au fait, je m'étais expliqué le caractère sélectif, puisque c'est comme ça, vous l'appelez, que les gens l'appellent la lutte sélective. Je pense que je ne le dirai plus assez, mais j'ai dit que c'est ma conviction personnelle. C'est-à-dire, j'ai devant moi deux situations où je dois faire un choix. Une première situation, on considère un président qui, en voulant faire la lutte contre la corruption, doit commencer par lui-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme quelqu'un l'a dit, on prend un président qui doit commencer par lui-même. Et un autre président qui doit commencer par les autres. Quand vous prenez ces deux cas de figure, et si nous voulons être honnêtes, nous voulons être humains, si nous ne voulons pas jouer à l'opposant, laquelle des deux situations vous paraît la plus facile? Laquelle situation vous paraît la plus facile? C'est commencer par les autres qui est plus facile. Commencer par les gens qui sont avec soi-même là, c'est une équation très difficile. Je ne suis pas en train de dédouaner le président Talon. Si le président Talon décide aujourd'hui d'entamer des poursuites judiciaires contre les gens qui sont avec lui, je n'ai aucune force pour le lui refuser. Mais si je me mets dans ma position de citoyen, ce n'est pas ce que moi je veux, c'est qu'on commence un jour. Que ce soit celui qui a commencé par les siens ou celui qui a commencé par les autres, c'est qu'on commence un jour. Et ça qui fait que je dis humainement que ce n'est pas facile de commencer. La charité bien ordonnée commence par soi-même là.
On n'applique pas ça là en politique. C'est le contraire. La charité bien ordonnée commence par les autres. En politique, là, c'est ça. Vous pensez que ça risque de fragiliser votre camp, c'est ça? C'est pas moi qui le dis. Allez lire l'évangile. Jésus-Christ, Dieu même, l'a dit qu'un royaume qui se combat ne peut subsister. Qui est divisé contre lui. Jésus l'a dit dans l'évangile de Luc. D'accord? Un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut subsister. Jésus-Christ l'a dit. Si Dieu l'a dit, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Personne ne peut dire je vais traquer les gens qui sont avec moi. Non. C'est pourquoi je vous ai dit que ceux qui sont avec lui là, même s'il les protège là, laissez ça là, il n'a qu'à traquer les autres. Ceux qu'on traque aujourd'hui là, ils étaient avec quelqu'un, non? Et on les a protégés, non? Est-ce qu'aujourd'hui on ne les traque pas? Ceux qui sont sous talon là, un jour viendra. Et l'opposition aussi, eux va prendre le pouvoir. Et on va sortir aussi leur dossier. Antoine Adoukonou, je n'ai que 4 minutes. Le PSG sera-t-il effectif? Oui, c'est une question très sérieuse. Et ça là, ça interpelle la conscience de tous les citoyens. À commencer par vous les journalistes. Oui, vous êtes dans une mission républicaine. Mais vous pensez que c'est une mission où il faut faire de la surenchère? Non. Lorsque vous êtes en train de traiter l'information et que vous dites des choses qui n'existent pas, le peuple ne peut pas adhérer. Si le président Talon, qui a l'initiative, qui a la vision, vous montrez que non, il est mauvais, il est ceci, il fait lui sélectif, il n'est pas comme ça, qui aura encore le temps d'accompagner ce qu'il dit? Parce qu'il est en haut, il a donné l'ordre. Chacun fait son boulot. C'est ça. Donc le peuple... Chacun fait son boulot. Non, moi vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que je suis en politique. Et je vous pratique là il y a longtemps. Il y a des professionnels parmi vous, comme il y a aussi des cas. C'est ça. Le PSG, c'est tout le monde. À commencer par vous. Puis c'est vous qui portez l'information. C'est vous qui montrez que ça là, c'est bon. Mais au-delà de tout ça, est-ce que ça va être réalisé? Non, ça va être réalisé. Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il faut qu'on soit honnête. Comme? Ah non, les routes qui sont tracées un peu partout dans le Bénin du nord au sud là, vous ne voyez pas. Non, la route des pêches là, c'était comme ça. La route, c'est pas de maintenant. Hein? Les négociations ne datent pas d'aujourd'hui. Oui, non, la route même là. La négociation là, c'est pas... N'allez pas loin. Non. Les réalisations ne datent pas de maintenant. Hein? Non, l'État a une continuité. Mais pourquoi vous dites que les choses ont déjà commencé? Non. Vous avez... il est admis que c'est quand vous voyez la charpente que vous dites que c'est sous celui-là qu'on a réalisé. Et je dis que la route là, c'est sous talon que vous voyez ça. C'était sur papier. D'accord? C'est sous talon que vous voyez ça. Je parle de ce que vous voyez. Au moins vous voyez ça là, non? Quand on a enlevé les gens à Ouéko là, et vous avez crié là. Lorsqu'on a fait l'asphaltage là, vous avez les yeux, vous ne voyez pas ça là. Vous ne voyez pas ça là. C'est ça. Il faut que nous soyons positifs. Laissons la personne des présidents. Yahi Boni a fait son temps. Il a fait ce qu'il peut. S'il doit faire 10 km de route et que nous le décourageons par nos simagrées politiques, et il a fait 5, au lieu que Talon commence par le 11e kilomètre, il va commencer par le 6e. C'est le peuple qui perd. Antoine Adoukonou, je n'ai que quelques secondes. C'est le peuple qui perd. Qu'allez-vous dire en guise de conclusion? Non, en guise de conclusion, je dois dire que d'abord, je dois vous remercier pour m'avoir fait une énième fois l'occasion de venir m'exprimer devant vos micros. Je vous en prie. Et exhorter les Béninois à la patience et à la clairvoyance. Et surtout à savoir là où il y a leur intérêt. Ça doit être mon dernier mot. Merci beaucoup Antoine Adoukonou, acteur politique, économiste de formation. Merci d'être passé sur le forum politique de ce jour. En direct chez vous, Wilfried Akwassou, à la technique Jérôme Avossetien. Chabel Zinsou est resté avec nous avec sa caméra pour les images et le son à travers le monde entier, notamment sur la page Facebook de Cap FM. Prochain rendez-vous lundi.